Oui, je vais rebondir. Juste une petite. C'est Charlie qui m'a donné cette opportunité d'écrire sur l'hymne altéré, qui est une chance formidable. Et pardon, je suis ému. Et excusez-moi. Et ici, venir ici parler de l'hymne altéré, c'est un peu comme si on demandait à, je sais pas, à un curé de campagne du Tarn, dont je viens, de parler du pape devant une assemblée de cardinaux. Et il y a là la crème des alpinistes, et nous sommes ici chez ce monument qui était Lionel Terray. Et donc moi qui suis originaire de la Montagne Noire, effectivement, je ne me sentais pas cette légitimité pour parler de ce grand homme qui m'a beaucoup inspiré. C'est ce que je voulais dire en préambule. Et effectivement, en lisant, Charlie m'a offert cette chance, et en relisant Terray, et aussi bien sûr en relisant La Chenale, j'ai retrouvé l'inspirateur qu'il était au tout début. C'est vrai, quand j'étais adolescent, il m'a beaucoup inspiré. Et je me rends compte qu'en lisant la vie de Terray et en la menant avec la mienne, je me suis rendu compte que cet homme m'avait marqué à toutes les étapes de ma vie. Cette espèce de persévérance, de générosité, de force. J'ai été au pôle Nord parce que je n'étais pas un bon alpiniste et parce que je n'étais pas un bon navigateur. C'est facile d'aller au pôle Nord. Quand je dis ça, c'est pas technique. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire un stage de 15 jours pour apprendre à tirer un traîneau. On vous met un traîneau autour de la taille et vous avez compris dans la seconde qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, tout ce que j'ai fait avant, en tant que médecin, avec toutes ces expéditions que j'ai faites, à la fois avec des montagnards et des alpinistes, m'a fait devenir un super campeur. En fait, j'ai réussi le pôle Nord parce que j'étais un super campeur. Parce que ce qui est difficile, c'est pas le terrain. Le terrain, il faut faire attention, bien sûr. Mais ce qui est compliqué, c'est quand on s'arrête. C'est un peu une succession de bivouacs qui durent 63 jours dans des conditions difficiles. Et cette trajectoire de Lionel Terray, libre est quelque chose qui, quand j'ai écrit ces lignes-là, m'a revigoré et m'a donné envie de continuer ma vie comme ça. Merci beaucoup Jean-Louis. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'on revienne sur ce cours en montagne. Je pensais qu'on avait parlé de Comici, qui était le portrait que j'ai tenté de faire. Et effectivement, Comici finit sa vie sur un triste accident d'escalade alors qu'il a fait ses solos extraordinaires dans les Dolomites. Et effectivement, il meurt bêtement dans une séance d'escalade où effectivement, avec quelques jeunes filles qui l'emmènent grimper près du village où il était devenu maire, donc on est en 1940, un accident tout bête, il met un bout de cordelette pour faire un rappel et il tombe. Donc c'est vrai qu'à travers Comici, cette mort de Comici, on revient vers l'accident, vers l'événement qui effectivement fait basculer la vie si facilement, si rapidement en montagne. Et les équipes du secours en montagne en général le ressentent. Cette fragilité, elle est constante, elle est permanente. C'est ce qui fait probablement le sens profond de cette activité. Mais voilà, quand ça bascule, c'est effectivement, on est sur une autre histoire. François a évoqué l'idée de tout ce cortège d'alpinistes perdus. René aussi l'a évoqué. Voilà, on est aussi avec ce fond des amis perdus. L'alpinisme était quand même, par rapport à ça, par rapport à ce lien de cordée qui peut aussi s'arrêter à un moment donné, ça donne une dimension à la fois effectivement dramatique, mais une puissance aussi qui est assez essentielle pour comprendre la pratique. Mais derrière, il y a d'autres choses, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais parce qu'il y a des choses qui, moi, m'intriguent beaucoup dans la compréhension de ces choses-là. Non, mais je voulais revenir encore à cette figure de Comici que moi j'ai eu à explorer, et puis sans vouloir être obsédé par cette figure-là, mais c'est vrai que l'image de Comici, c'est cet alpiniste incroyable, ce grimpeur, cet esthète incroyable qui a devancé les années 80, les Patrick Hédinger, etc., parce qu'il a été ce grimpeur élégant, esthète de la verticale, avec un talent extraordinaire. Ça, c'est l'image que moi j'avais en rentrant dans cette histoire-là. C'est la fin de son histoire, ce qu'elle est, mais c'est pas le sujet. Le sujet de Comici, ce qu'il a apporté à l'alpinisme, c'était effectivement d'avoir grimpé en solo, les trekking, d'avoir fait des choses extraordinaires.
Mais finalement, je suis parti de cette idée-là et j'ai plongé dans une autre histoire. Et c'est ça que je trouvais intéressant, qui est celle d'un jeune Italien qui grandit dans les années, dans l'après-guerre, Première Guerre mondiale, à Trieste, qui est fils de docker d'un port, du port de Trieste, et qui effectivement va aller dans des clubs sportifs qui sont les lieux où le fascisme va grandir. Et en fait, dans l'histoire de Comici, il y a ce rapport à l'histoire, ce rapport au temps dans lequel on vit, parce qu'effectivement, il va être aussi instrumentalisé largement par le régime Mussolini. Et j'ai retrouvé les premiers textes de la narration de son solo au Trecim, où effectivement, à la fin de sa narration, où il décrit tout le sentiment de puissance, d'avoir gravi en saut, d'avoir réussi cette paroi incroyable, après l'avoir préparée, etc. Mais finalement, une phrase a été enlevée par un certain nombre de personnes qui ont écrit ces textes-là en disant « le Duce me l'a demandé ». Et quelque part, ça m'a beaucoup troublé sur la motivation des alpinistes, parce que je ne m'y attendais pas du tout. On en a parlé avec Charlie, alors c'était dans les fonds de tiroir quand même du club alpin italien, c'est une histoire qui est assez connue, mais quelque part on part, et on a vu cette soirée, on parle beaucoup de la dimension esthétisante, de la puissance des choses, etc. C'est l'image que l'on veut donner de la pratique de la montagne. Mais quelque part, ça nous renvoie à d'autres réalités parfois plus crues, on l'a évoqué aussi précédemment, mais aussi l'alpinisme vit avec son temps. Alors c'est vrai qu'on est à l'époque de Rousseau, et qu'on va aller conquérir le Mont Blanc, transgresser les peurs ancestrales pour aller quelques années avant la libération, la Révolution française, avec la liberté qui vient comme une évocation puissante. On peut dire qu'effectivement l'alpinisme, à sa naissance, était une quête de liberté. Moi, ça m'a perturbé, parce qu'effectivement l'histoire de Comici, elle renvoie évidemment à l'histoire douloureuse des années 30, et finalement on voit quelqu'un qui a été instrumentalisé dans sa passion, qui avait une grande noblesse, il s'est engagé, il a été totalement engagé, parce que pour faire ce qu'il a fait, c'était... Mais finalement, moi, ça m'a beaucoup interpellé, et quand je regarde ce soir, il y a tout un tas de motivations, effectivement. On tend vers un absolu qui doit être épuré, qui ne doit pas participer d'une logique de reconnaissance, de gloire, de quête de... Donc on doit être dans l'intériorité, mais l'est-on réellement? Expérience forte 30 ans plus tard et de réécrire, de revisiter son propre parcours. Oui, l'écriture permet en fait... j'ai eu du plaisir à écrire. L'écriture, assis, quand on va chercher le souvenir de ce qui s'est passé, c'est une façon de revitaliser, de refaire vivre en soi ce qui s'est passé. Et j'ai eu des moments d'émotion à travers l'écriture. Christophe, tout à l'heure, Christophe Profi, j'ai partagé tout ce qu'il disait. À un moment donné, je me suis senti quand ils se disent on y va, et c'est tout. Et c'est tout. Et en fait, c'est un moment d'une grande intensité et en même temps qui peut devenir d'une grande fragilité, quoi. Et une des raisons pour laquelle j'avais été au pôle Nord, seul, effectivement, j'avais été à Resolute Bay, dans ce village là tout à fait au nord, on me racontait, il y avait qu'ils étaient partis à 2, à 3, et en fait, c'est le début le plus difficile, c'est un chaos terrible, et les températures sont moins 52 sous la tente, on est à la limite du matos et de la vie, quoi. On se réveille la nuit, je savais que j'étais en hypothermie, c'était limite, et donc je suis sûr que si on avait été à 2, on se serait dit, attends, on déconne, il faut rentrer. Et en fait, c'est toujours ce qui s'était passé avant. Et donc, quand il dit à un moment donné, on y va, il ne faut pas en dire plus, quoi. Et c'est un peu ce que je me disais tous les matins. Et effectivement, pour revenir à ce que tout le monde a évoqué sur sa motivation, effectivement, vous avez compris que je suis allé au pôle Nord seul, j'y suis pas allé pour être seul. Bon, c'est pas la peine d'aller si loin. J'y suis allé pour être le seul. Et donc, il y a un engagement personnel, il y a une fierté dans cette conquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est longue. Et donc, il y a une transformation. Le voyage vous transforme. Au début, effectivement, vous arrivez avec toute l'ambition du gars qui va conquérir le pôle Nord. Et il n'y a personne, c'est pas comme le Tour de France sur le bord de la route qui vous dit « Allez, vas-y ». Vous êtes seul avec l'idée que vous êtes fait de cette expérience-là. Et en fait, ça me dépassait totalement parce que la banquise, c'est un chaos surtout là. Et puis le camping était absolument horrible. Et je cherchais une issue honorable. Et je me disais, putain, si tu pouvais te casser une jambe. Histoire de revenir sur un brancard plutôt que de revenir en disant j'ai froid.
C'était pas bon pour l'explorateur polaire. Et en fait, la transformation, la distance fait que tout d'un coup, petit à petit, je me suis dépouillé de ce qu'on pourrait appeler des faux mobiles, des mobiles extérieurs à soi, pour entrer. Le voyage était si long que je suis entré en fait dans le rêve du petit mec qui voulait aller au pôle Nord. Parce que ce rêve existe, et puis pour le réaliser, on construit par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à des engagements que l'on a, et le dépouillement dû à la longueur. En plus, j'avais la chance, il n'y avait ni GPS, ni Iridium, j'étais seul, avec Michel Franco qui est là dans la salle et qui me disait ma position que je ne comprenais à peine. Et donc le voyage m'a transformé. Et effectivement, à un moment donné, j'ai touché ce que c'était que le rêve. Et donc, en conclusion, dans toutes les entreprises que l'on entreprend, que ce soit pour l'édition, que ce soit n'importe quoi dans sa vie, toujours remettre le rêve à la surface. Ne pas oublier de faire ça, parce que quand on entame quelque chose, souvent on est submergé par l'administration, par la complexité, par l'usage du monde, par les gens qui essayent de vous décourager, et toujours se dire, putain, il y a un truc qui m'a allumé à un certain moment, ce petit rêve-là, cette flamme-là, il faut jamais oublier de la remettre à la surface. Et donc j'ai connu effectivement ce que c'était à un moment donné d'avoir la chance d'avoir ce rêve dépouillé à la surface et d'arriver au pôle où là, toutes les cellules de mon corps étaient heureuses. C'est un moment qui est inoubliable dans une existence. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de s'offrir. Et donc, voilà un peu mon parcours. Alors, j'ai un